Alors je me présente, je m'appelle Anthony Legrand, je suis spécialisé dans l'expérience utilisateur et le design d'interface. Je fais pas mal de choses, donc c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant aujourd'hui que je vais vous montrer un petit peu, moi en tant que designer indépendant, tout ce à quoi je touche, parce qu'aujourd'hui je reste persuadé que en tant que designer, c'est vraiment important d'avoir tous les médias en tête. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Ça va vous montrer un peu le concept justement lié au cross-média. Donc la première chose que j'ai fait, c'est un blog qui s'appelle Visibility, qui existe depuis maintenant plus de 7 ans, sur lequel vous avez plein de tutoriels pour apprendre Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc il y a plus de 750 tutoriels vidéo gratuits. C'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à aller dessus. Il y a un forum aussi pour toutes les personnes qui ont des questions là-dessus. Il y a des réseaux sociaux qui bougent en permanence aussi, donc il y a pas mal d'actu. Ensuite, j'ai créé un collectif qui s'appelle le Game Corporate et qui a la particularité de réunir 10 créatifs indépendants. Donc justement, par rapport à tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment, on est nous-mêmes très proches du cross-média puisqu'on touche plus ou moins à tout. On a quelqu'un qui fait du motion design, de la vidéo, du web design, de l'illustration. Et moi justement, je suis plus sur tout ce qui est expérience utilisateur. Et c'est vraiment sur ça que je vais axer ma conférence aujourd'hui, pour vous montrer que quand on parle de cross-média, moi, ce qui a tendance un peu à m'énerver de manière générale, à chaque fois que des clients viennent me voir, ils ont toujours en tête un média en particulier, en se disant, par exemple, le web, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, il faut absolument faire du buzz, par exemple. Donc c'est le premier truc quand on vient me voir, on me demande, il faut que nos trucs fassent du buzz. Et on va voir, moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est vraiment qu'il y a tous les médias, oui. Oui. Alors ça a changé de salle, parce qu'en plus du problème technique, on change de salle, comme ça c'est aussi... voilà, donc tout ce... D'accord, donc tout le monde part. C'est quoi ça? Là c'est sur évidemment de télé, de radio, de web, et je pense que si vous travaillez en agence et que vous-même vous êtes designer, vous avez l'habitude de tout ça. Et aujourd'hui, ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on a tendance à chaque fois à venir me voir en me disant je veux absolument, par exemple, être sur le web, le print c'est terminé, c'est fini parce qu'aujourd'hui tous les budgets vont sur le web et tous les budgets vont sur les réseaux sociaux. Parce que, comme d'habitude, on veut faire du buzz. Or, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, moi, de mon côté, c'est que je reste persuadé que tous les médias sont intéressants et que, en fait, vous savez que la définition même du cross-média, c'est de toujours bien cibler la personne qu'on veut aller toucher par rapport à la communication qu'on va créer. Et donc, je reste persuadé que, en fait, tous les médias sont intéressants. Et je vous montrerai un des projets qu'on a fait justement avec Photolia qui s'appelle Soon, qui est un livre connecté, et je vous montrerai en quoi c'est intéressant d'aller mêler justement ces différents médias. Et donc pour ça, voilà, j'ai même mis la petite définition, du cross-média c'est quoi? Combiner différents médias, print, web, télé, radio, quasi virtuel, pour améliorer l'impact d'un message ciblé. Bon, ça je pense que vous connaissez tous. Et un des meilleurs exemples, je ne sais pas si vous avez vu cette campagne qui s'appelle, pour le film Hunger Games, je vous invite vraiment à aller voir tout ce qui a été déployé pour ce film, parce que je pense que c'est un des meilleurs exemples de cross-média actuel qui mêle plus ou moins tous les médias disponibles qu'on va avoir. Ça va du print aux applications liées à Instagram, pour des diffusions de vidéos sur les réseaux sociaux, ça va jusqu'au street marketing, et le tout est vraiment mélangé, vous allez voir, j'ai pas mal d'exemples. Là c'était le site, tout le film est basé sur une idée de, on va dire, le Capitole ici, c'est vraiment, j'arrive pas à trouver mon mot, la propagande, voilà, c'est ça que je cherche. Toute l'idée de la campagne de communication est basée sur de la propagande, et c'est tellement bien fait que plein de gens qui n'ont pas suivi le film ont vraiment l'impression que la propagande est une véritable propagande. Et vous allez voir que, pourquoi ça revient là, voilà, les problèmes techniques commencent, parfait. Je suis désolé, je reviens direct à mes slides. Je vais faire maintenant, parce que... Voilà. Donc toute l'idée de la propagande, c'est qu'ils ont réalisé des vraies affiches qu'on pouvait voir vraiment partout dans le métro et
dans toutes les villes, ça a été un déploiement international, et dans lequel vous voyez que chaque personnage avait vraiment, était vraiment représentatif d'un quartier. Du coup, les gens, alors là c'est une campagne qui était plutôt disposée, vraiment orientée jeune, on va dire adolescent, et chaque personne pouvait s'identifier vraiment à un camp. Donc vous voyez que là, à chaque fois, on a 12, 9, 3, tout ça c'est des quartiers, et à chaque fois avec des personnages qui sont vraiment liés à ces quartiers. Donc ça permettait de s'identifier. Et chose très intéressante, c'est qu'ils ont créé une application sur Instagram, et cette application, vous voyez, ici, permettait d'aller prendre des selfies sur Instagram et de se retrouver dans des affiches. Les meilleures affiches étaient ensuite disposées dans les villes, donc on a retrouvé ces affiches-là avec des vrais personnages. Donc là, c'est une vraie personne là-bas, en selfie, qui s'est retrouvée dans sa propre ville. Il me semble que celle-là, c'est à Marseille. Et ça a été déployé à Lyon, à Paris, à Marseille. Et ça, je trouve que c'est un super exemple justement de cross-média, dans le sens où il y a une application Instagram, les gens se prenaient en selfie, les postaient sur Instagram avec un hashtag, étaient mis sur Twitter, ce hashtag était visible de partout, et toujours avec cette idée de propagande. Donc l'ensemble de la campagne était vraiment sous cette idée de propagande, et vous allez voir que c'est allé très loin, puisque en plus de ces affichages, qui donc là on est vraiment dans du street marketing, alors qu'au début on était sur de l'affichage, et il y a eu quand même du réseau social avec Instagram et bien sûr Facebook, et vous allez voir que ils sont allés assez loin, parce que ça c'est aussi toujours la même idée de campagne. Vous voyez que c'est le logo du film à droite ici qu'on trouve sous forme de code, et ils postaient ce message sur Facebook qui est, alors on voit pas très bien, mais c'est des lignes de code de 1 et de 0. Donc là vous voyez que ça va vraiment être orienté plutôt geek dans l'ensemble, et les gens devaient aller chercher, décoder un petit peu ce message là sur internet, et en allant sur les sites des partenaires, ils avaient des solutions pour aller décoder les logos, et ces logos-là, vous allez voir qu'on les retrouve encore par la suite. Alors toujours dans l'idée de la propagande aussi, regardez ce qu'ils ont fait, c'est le personnage, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure dans la vidéo. C'est une vidéo ici qui montre, vous voyez, ils ont fait le personnage en pierre, en immense, donc là vraiment dans un cadre réel, c'était en Allemagne ça, et les gens pouvaient voir en live la vidéo de la destruction du personnage qui est en fait liée au film, et qui montre, c'est le président un peu de cette propagande. Donc ça va très loin, parce que ça va plus loin que du simple street marketing, ils vont jusqu'à faire de l'événementiel comme ça, et voilà, moi je trouve que c'est vraiment, allez voir, il y a pas mal d'articles qui ont été faits sur la campagne Hunger Games. Vous voyez que là aussi, le petit logo dont je vous parlais tout à l'heure, l'écusson, donc ça ramène encore une fois à cette idée de propagande au début, où chacun s'identifie, et là aussi c'était une application sur Instagram qui va permettre ici d'aller poster son propre logo, les logos de l'équipe qu'on aura choisie, sur les monuments. Donc tous les jeunes s'amusaient à aller coller les logos sur différents monuments, et il y a eu un énorme buzz autour de ça, puisque forcément tout le monde utilisait les hashtags, pardon, vous voyez, pour faire partie de la rébellion, puisque toute l'idée était d'aller combattre justement le président qu'on vient de voir juste avant. Et vous voyez que c'est allé encore plus loin, puisque ces mêmes logos, ils sont allés, vous voyez que ici c'est, je sais plus, c'est en Champagne-Ardenne, où carrément dans un champ ils ont fait en réel le logo que vous avez vu juste avant, qui a été utilisé sur Instagram, et ils sont allés même le faire avec quelqu'un qui a créé ça sur la plage. Donc vous voyez que c'est vraiment l'exemple parfait pour moi d'une campagne globale, cross-média, qui mélange tout, et quand on réfléchit au début là-dessus, finalement c'est quoi qui compte? Ben, c'est vraiment l'idée, parce que c'est vraiment ça moi, c'est mon gros truc, ça, et à chaque fois que je vois des clients, c'est le premier truc que je leur dis, c'est finalement le média qu'on va utiliser au final, ça m'importe peu. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment de créer une histoire, de créer une émotion. Et quand moi, je me présente en tant que designer d'expérience utilisateur, c'est un terme, on appelle ça aussi UX designer, c'est toujours un peu difficile d'expliquer ça. Bah, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir Aaron Walters, que c'est un livre qui est disponible chez Erol, qui s'appelle Le design émotionnel, parce que finalement, pour moi, il y a tout qui part de là. La campagne Hunger Games, finalement, on a vu juste avant, quel était le but? C'était d'aller toucher les jeunes. Comment on va toucher les jeunes? Eh bien, on va créer ce concept de propagande qui est lié au film, et finalement, on va utiliser tous les médias qui sont à notre disposition pour aller toucher ces jeunes. Alors, j'ai un exemple concret pour expliquer un petit peu ça. C'est un exemple que prend justement Aaron Walter dans son livre, et qui dit « Qu'est-ce qui a rendu votre dernier repas si mémorable ?» Et ça, c'est très intéressant, parce que finalement, à chaque fois que vous allez demander cette chose à une personne, elle va toujours vous parler de l'ambiance, des textures, des couleurs. Elle va vous parler aussi
des associations de saveurs, le service, ce genre de choses, des choses qui sont vraiment liées à quelque chose que vous avez ressenti. Et moi, ça, c'est vraiment le truc le plus important parce qu'au final, est-ce que vous avez pensé à un seul moment à la valeur nutritionnelle de ce repas? On est d'accord qu'on s'en fout tous. Quand on va manger un bon repas, on va pas se dire, c'est un besoin qui est naturel, qu'on a assouvi, mais finalement, ce qui nous reste en mémoire, c'est tout ce genre de petites émotions qu'on a subies, qu'on a suivies, etc. Et bien, tout mon concept, à chaque fois que je vais aller que je vais aller travailler sur une campagne de communication, qu'elle soit web, print, que ça soit lié à du street marketing, peu importe, moi dans ma tête c'est toujours ça qui m'importe. Et je pense que c'est un truc qu'on a tendance à trop oublier. On est né avec un logiciel qui nous pilote, là c'est la petite phrase, les émotions sont le code de ce cœur. J'arrive même pas à la dire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que vous devez toujours garder en compte, et à chaque fois que je fais pas mal de formations sur Photoshop qui sont très techniques, et on a vraiment tendance à oublier ça, que dans tout ce que vous faites, c'est vraiment, il faut toujours avoir ça en tête. Et j'ai plein d'exemples. Dans ce que je fais, par exemple, moi je design beaucoup de l'interface, donc c'est des boutons, c'est des icônes d'application, donc c'est des choses qui sont à la base qui sont pas très cool à faire, parce que ça reste que des boutons. Sauf que, il y a un cas chez Apple, par exemple, le design émotionnel, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup et qui est très intéressant. Par exemple, c'était un petit tweet que j'avais vu passer qui, quand on va supprimer une application iPhone, elles se mettent toutes à flipper. Tu pourrais les entendre murmurer, non pas moi. Vous savez, quand elles tremblent, non pas moi. Bon, ça, c'est quelque chose qui est tout bête, parce que finalement, on aurait pu mettre un simple icône de croix, et comme tout le monde fait, d'aller supprimer cette icône-là. Sauf que, aller créer ce petit mouvement va générer en moi quelque chose dont je vais me rappeler. C'est quelque chose dont vous allez vous rappeler, et vous verrez par la suite que cette notion d'interactivité est très importante dans tout ce qu'on fait. J'ai un autre exemple aussi, ce qu'on appelle la gamification. Là, je reste pour l'instant sur tout ce qui touche à l'application, mais c'est des choses qui sont très importantes et qui sont de plus en plus développées aujourd'hui. Vous le verrez justement dans les Snapchat, dans les Spotify, dans les Instagram. Il y a de plus en plus de ce genre de petites icônes, vous voyez, qui symbolisent réellement ce qu'on est en train de faire, de noter plus ou moins bon, plus ou moins bien, et avec des expressions qui sont beaucoup plus parlantes, et en gros qui vont donner envie d'utiliser l'interface. Donc là c'est pareil, je pense à générer une émotion, afin que même un petit bouton qui me sert juste d'aller noter, soit intéressant, et que les gens se rappellent, etc. Autre exemple, vous voyez que ici, c'est un simple envoi de message, et vous voyez, il y a une petite interactivité qui se passe, et c'est tout bête, mais c'est très sympa. Et du coup, là c'est pareil, l'expérience utilisateur est très intéressante, et vous verrez que tout ça, en fait, vous y faites même plus attention, mais il y a vraiment des applications qui vous marquent dans ce type de process, et c'est très important. Et Apple, effectivement, est très fort là-dessus, parce que ça reste toujours très sobre, et on s'en rend moins compte. Alors justement, tout à l'heure je vous parlais de la mort du papier, c'est quelque chose qu'on nous annonce depuis, j'ai l'impression que j'ai toujours entendu ça, puisque moi il faut savoir que j'ai commencé j'étais un graphiste print il y a 10 ans, donc j'avais 80% de mes budgets qui étaient print, et à l'époque le web commençait, donc j'avais 20% pour le web. Aujourd'hui tout s'est inversé. Aujourd'hui effectivement, je serais plus voire même 90% dans le web et 10% dans le print. Alors, la vraie question, c'est est-ce que malgré ça, je dois oublier le print? Et c'est là où moi, c'est vraiment un point très important sur lequel j'appuie. Alors, j'ai d'autres exemples qui disaient qu'à un moment, voilà, il n'y a plus de lecteurs, il n'y a plus d'impression, il n'y a que du digital, un public geek qui n'a qu'un rapport lointain au livre. Vous savez, on entend toujours ça, que les jeunes lisent plus, que voilà, le livre va mourir, les auteurs aussi, l'éditorial. Donc tout ça, moi je suis vraiment à l'opposé de tout ça, parce que, évidemment, si on prend, tout à l'heure, l'article qui disait que le papier allait disparaître, si on prend le côté papier, journal et news instantanées qu'on reçoit tous les jours, effectivement, ça a pris une claque, puisqu'aujourd'hui on est tous sur nos smartphones, et qu'on est toujours dans cette idée d'immédiateté, on a besoin d'avoir des news en permanence, et que là, le papier, forcément, est toujours en retard. Donc, par exemple, si vous prévoyez un plan média dans lequel vous allez parler d'avoir des news en permanence, on va évidemment être plus vers quelque chose qui va s'orienter sur du Twitter, sur du Facebook, sur de l'Instagram, parce qu'on est dans ce côté instantané de consommation permanente.
Mais est-ce que pour ça, je dois quand même oublier le papier? Et c'est là où moi, c'est vraiment un point important. Ouais, ça c'était aussi nous les adultes qui pensons mieux de savoir que les jeunes, il y a toujours ce truc. Alors ça c'est vachement intéressant parce que Alain Mavand, j'arrive jamais à dire, c'est quelqu'un qui était en lice pour le prix Nobel, donc c'est quand même quelqu'un qui est lié à la littérature et qui connaît très bien, je pense, cette littérature et le livre en lui-même. Et lui, c'est très intéressant parce qu'il dit comme préoccupation, comme tout lecteur, ils vont fuir. Et ça c'est vraiment, quand on parle de cibler vraiment qui on veut aller toucher par rapport à un média et par rapport à une création que je vais faire, il faut toujours avoir en tête ça. Faut se dire que, effectivement, pour moi, le livre, il n'est pas du tout mort. Les jeunes lisent, pour moi, encore plus qu'avant. C'est juste que ça s'est déplacé. Ils lisent pas forcément les mêmes choses que moi je lisais et que mon père lisait. Donc, si demain je dois aller m'orienter pour, comme tout à l'heure on voyait sur Hunger Games, qui est vraiment une campagne qui est orientée très jeune, forcément, il va falloir adapter son message par rapport à ça. Donc en gros, il faut ne surtout pas mettre de côté certains médias en se disant, puisque aujourd'hui, par exemple, si on prend le web, il faut savoir, je pense qu'on y viendra tout à l'heure, mais il y a la réalité virtuelle qui est en train vraiment qui va faire un boom dans les 2 années à venir, 3 années à venir. Ça va être énorme en termes de marketing et les budgets qui vont être mis dedans. Donc on entend déjà des gens qui disent, bah, le web c'est mort, le web c'est fini, parce qu'on a eu déjà le web, tout ce qui était blog, ça s'est terminé, on est passé sur les réseaux sociaux, c'était que réseaux sociaux, et demain, tout le monde nous annonce que la réalité virtuelle en gros, on va mettre tous les budgets là-dedans. Donc ça c'est aussi une erreur, parce que évidemment que la réalité virtuelle, et vous le verrez tout à l'heure, va être très intéressante pour plein de choses, mais est-ce que je dois toujours oublier le print parce que la réalité virtuelle est là, et que tous les budgets vont dedans? Non, surtout pas. Il faut vraiment penser, et là je prends l'exemple, vous pouvez aller voir ce site, qui s'appelle MrCup.com, qui lui est à l'opposé de tout ce que je suis en train de dire, dans le sens où lui fait que du print à l'ancienne. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 2 ans, le lettering et ce qu'on appelle le letterpress, qui sont, vous savez, de l'impression sur des vieilles machines comme des vieilles Heidelberg par exemple, et ben ça c'est un carton, c'est hallucinant le nombre d'agences qui sont mis là-dedans, les designers qui se sont remis à faire du print comme on le faisait il y a 20 ans, et c'est redevenu à la mode. Donc les gens qui nous disaient que l'impression et le papier c'était fini en 2017, ben, c'est tout l'inverse là. On est en train de se rendre compte que justement les gens ils sont tellement à fond dans les médias, les réseaux sociaux, cette actu permanente et tout ce qui est dématérialisé, que finalement on revient de plus en plus à des gens qui ont envie de toucher le papier, de le sentir. Là vous avez je l'ai d'ailleurs amené, si vous voulez voir tout à l'heure, c'est un calendrier, je vais sortir, il est là. Voilà, il est là. Vous voyez, c'est un calendrier en papier, donc avec que du gaufrage. Je pense que vous avez vu les agences aussi, de plus en plus on reçoit en ce moment les cartes de vœux, par exemple, j'ai l'habitude de recevoir des super belles cartes de vœux. Bon bah c'est pas pour rien, c'est parce que quand on reçoit ça, bah, le fait de toucher ce que j'appelle le tangible c'est vraiment quand on peut toucher l'objet, et bah ça produit, on parlait d'émotion tout à l'heure, bah ça moi ça m'émeut. Ça sent le papier, il y a du gaufrage, c'est beau, c'est un objet que je vais pouvoir garder chez moi. Bon bah, il ne faut pas que je l'oublie ça, c'est important, c'est que même si je vais faire une campagne qui va être totalement dématérialisée et que je vais tout mettre sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas aller associer justement un petit objet comme ça qui va par exemple me permettre d'aller toucher un public sur une manière différente par rapport à ma campagne web. Ben, voilà, ça c'est un point très important. Tout à l'heure je vous parlerai du projet qu'on a fait avec le Goya, qui était donc un bouquin, et vous verrez que le top du top pour moi, c'est d'arriver vraiment à avoir les 2, voire les 3, voire les 4, évidemment quand les budgets le permettent, mais en tout cas de toujours associer du print, du web, pourquoi pas de l'audio, en tout cas d'être vraiment dans cette idée de cross-média et d'avoir toujours en tête le fait de donner de l'émotion. Vous voyez que là, ça c'est toujours lui qui fait ça, donc c'est des artistes qui font des très jolis lettrings, et voilà, ce genre de gaufrage, enfin là c'est carrément de la dorure à chaud, bon bah c'est des choses en numérique que vous n'aurez jamais ça, donc ça provoque une émotion qu'il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas oublier que le print c'est quand même génial. Alors il y a un très bon article justement dans Soon qui a été fait par Ludovic Martin qui fait partie d'Exaprint, je pense que vous connaissez l'imprimerie Exaprint, et c'est très intéressant parce que justement, lui il dit qu'en 2020 le papier sera le support privilégié pour l'engagement client. Et je vous invite vraiment à lire l'article parce qu'il explique justement que à travers tous les emails qu'on reçoit, à travers tout ce côté
publicité qui n'arrête pas sur le web, c'est de pire en pire, et d'ailleurs il va vraiment falloir que la publicité se réinvente parce qu'on est vraiment arrivé aujourd'hui à les taux sur le web de personnes qui regardent les pubs est extrêmement faible, les budgets aussi. Donc, il lui explique que justement le papier est vraiment en train de revenir entre guillemets à la mode, même si pour moi je pense qu'il est jamais parti, mais en tout cas c'est vraiment un média qu'il faut absolument utiliser. Alors il y a une autre chose aussi, c'est, puisque là on parlait de papier, donc plutôt d'impression, le photographe, puisque je pense que tous aujourd'hui on fait tous un peu nos photos, et c'est pareil ça, on a tendance à entendre depuis des années que le métier de photographe va disparaître, et donc on parle carrément de métier condamné, mais condamné à se réinventer. Et ça c'est pareil, c'est un truc très important, c'est que le photographe, il est en tant que tel, comme on l'entendait à l'époque, qui était vraiment, c'était vraiment un métier à part entière, etc. Effectivement, de cette manière, le métier n'existe plus de cette manière. Mais par contre, on n'a jamais eu autant de photos sur Terre. Aujourd'hui, c'est complètement hallucinant le nombre de personnes sur Instagram. On est tous en train de faire de la photo tous les jours. Donc, 71% des Français déclarent posséder au moins un appareil photo numérique au sein de leur foyer. Il y a une autre statistique qui est assez intéressante. Ah bah je l'ai passée, elle était juste avant. C'est que, je ne sais plus ce que c'était, mais que oui, voilà, le métier préféré des Français, quand vous leur demandez, c'est photographe. Donc, pareil, si on réfléchit en se disant que le métier de photographe, soi-disant, aurait dû disparaître, vous voyez très bien que c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'il se réinvente. Et dans l'idée justement de réinventer le métier de photographe, il y a ce qu'on appelle des cinémagraphes. Donc ça, dans le cross-média, c'est quelque chose qui explose depuis maintenant, ça doit faire vraiment 2-3 ans que ça explose. Alors moi, je suis extrêmement fan de ce mode-là. Alors en cinématographe, regardez, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a toujours cette impression qu'à la base c'est une photo, donc vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge, sauf le petit reflet du taxi qui passe en continu, voilà, dans la ville. Donc ça c'est un cinématographe, c'est souvent exploité avec du GIF animé, et l'intérêt c'est évidemment que ça boucle, on ne sait jamais où ça commence, on ne sait jamais où ça se termine, et vu que c'est en GIF, c'est hyper facile à exploiter à travers les réseaux sociaux, le web, les emails, puisque ça pèse rien du tout. Vous savez que le GIF aussi est utilisé et visible sur tous les navigateurs. Donc c'est le côté aussi très intéressant. Et puis il y a un vrai truc poétique, c'est qu'on se demande toujours un peu comment c'est fait. On a du mal à imaginer comment c'est possible de faire ça. Alors, vous allez voir, j'ai d'autres exemples. Voilà, un GIF se regarde, un cinématographe se contente. Vous voyez que là, il n'y a que la main qui bouge avec voilà, c'est un mouvement perpétuel. Et ce qui est très intéressant dans cette idée de nouveau, c'est un peu un nouveau média, c'est que c'est super simple à faire. C'est-à-dire que, par exemple, un photographe ce qui est important ici, finalement, c'est quoi? C'est la lumière, c'est le concept, l'idée. C'est toujours ça qui est important pour moi, l'idée. C'est ça qui est beau, en fait. Et ça, n'importe quel, un bon photographe va réussir à faire ça parce que c'est très simple à faire. Et du coup, le cinématographe est vraiment en train d'exploser parce que c'est un média que tout le monde peut utiliser, c'est un média qui n'est pas compliqué à créer, et donc je vous invite vraiment à aller voir un petit peu ces trucs-là, parce que c'est vraiment super intéressant. Alors là, c'est justement François Sola, qui est photographe à Lyon, et qui a créé toute une collection qui s'appelle Métrologif. Donc il a fait des cinémagraphes dans le métro lyonnais, et typiquement, là c'est un photographe qui à la base n'est pas du tout motion designer ou animateur ou vidéaste, c'est vraiment quelqu'un qui est photographe, quoi. Donc il a simplement eu cette idée, vous voyez qu'il arrive à stopper les jambes, et pour parler un petit peu techniquement, c'est simplement un système de masque, comme vous savez que dans Photoshop maintenant vous pouvez vraiment faire de l'animation, vous avez quelque chose qui s'appelle le montage, qui va vous permettre de faire tout ce que vous faisiez avec les masques, etc., vous le faites en l'animant, et ça je vous assure que c'est vraiment pas compliqué, vous voyez que le rendu est quand même super sympa. Je vais vous en montrer un autre. Vous voyez que là, c'est pareil, il y a le métro qui tourne en boucle et il n'y a rien d'autre qui bouge. Donc on a cette impression un peu de... Ouais, c'est très poétique. Et c'est toujours sympa parce que souvent dans les cinématographes, vous voyez qu'on utilise les reflets. C'est le reflet dans les sièges qui bougent en même temps que le métro. Bon voilà, ça typiquement c'est vraiment un nouveau média qui est de plus en plus utilisé, qui n'est pas compliqué à créer et qui va permettre vraiment d'envoyer à tout le monde très facilement. Alors, ce qui est marrant, c'est que François, justement, avec ce projet de Métrologif, qui était un projet personnel, ça, faut vraiment, j'insiste tout le temps, mais les designers, il faut tout le temps faire ce qu'on appelle des side projects, faire des choses dans lesquelles vous faites
et vous créez des choses auxquelles vous pensez, parce que derrière, ça peut, vous allez pouvoir décrocher peut-être d'autres choses. Et par exemple, il s'est fait contacter par l'agence Mille Merci, qui est une agence à Paris d'événementiel, et du coup il a fait pour eux bien, tout un tas de cinémagraphes qu'ils ont employés dans leur, je sais plus ce que c'était, mais c'est une sorte de carte de vœux. Ils ont fait plein de cinémagraphes dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il me semble qu'il en a fait une trentaine, et tout ça, il l'a tourné en une journée. Donc si vous comparez, par exemple, à faire de la vidéo, parce que nous, on fait beaucoup de vidéos, et je peux vous dire qu'une vidéo, c'est rapidement 3-4 jours, on a 3 personnes, il y a tout le montage derrière, donc forcément, c'est pas le même budget, c'est compliqué, et donc le cinémagraphe permet vraiment d'avoir des choses animées simplement, du coup forcément beaucoup moins cher, et qui reste avec un rendu très photographique. Et je pense que c'est en ça que ça peut être sympa à utiliser. Autre exemple, hein, il a fait dans l'agence aussi, vous voyez, c'est un personnage qui boucle en permanence, là aussi, voilà. Personnage. Donc là, vous pouvez, ça c'est vraiment super simple à faire. À partir du moment où il y a une seule personne qui bouge et vous voyez très bien le concept, hein, c'est un masque dans Photoshop, il y a tout le reste qui reste fixe et il n'y a que lui qui tourne. Donc c'est vraiment intéressant. Alors quelle utilisation au final? Je vous parlais tout à l'heure justement des campagnes d'emailing. De plus en plus, je pense que vous avez dû le remarquer, les emails que vous recevez, on a souvent du GIF à l'intérieur parce que on arrive à passer forcément plus d'émotions à travers des gifs animés. Souvent, là par exemple, c'est des cas qui sont marrants. Mais si vous voyez par exemple ce que Netflix avait fait, là c'est vraiment un cinémagraphe avec la campagne de Netflix. Et vous voyez que là, l'image, on a l'impression qu'elle bouge dans votre email, sachant qu'un email, vous savez très bien que c'est toujours compliqué d'aller mettre une vidéo ou quelque chose qui bouge. Là, un cinémagraphe, ça reste du GIF, donc c'est très simple à mettre en place. Voilà, donc encore un bon exemple. Et alors pourquoi tout ça? Parce que, alors c'est tout le point, c'est pour ça que je vous parle vraiment je vous montre un peu des choses qui bougent depuis tout à l'heure, c'est que l'interactivité, on s'est vraiment rendu compte que quand une personne, à travers la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher ou le goût, reçoit des stimuli, certains concepts sont automatiquement activés dans sa mémoire. Donc c'est vraiment quelque chose, ça je pense que tous les marketeurs connaissent bien, mais à partir du moment où il y a de l'interactivité, c'est tout simple, on s'en rappelle plus. Donc c'est pour ça que c'est toujours important d'essayer de prévoir dans votre campagne, dans ce que vous faites, d'apporter une certaine interactivité. Donc le cinémagraphe que je vous ai montré, c'est un peu, si on prenait une campagne photo, on pourrait la détourner en disant, tiens, bon, en allant un petit peu plus loin, on peut faire de l'interaction en amenant justement un petit peu de vidéo. Dans l'interface tout à l'heure aussi, vous avez vu qu'on amenait aussi quelque chose qui faisait qu'on se rappelle, c'est un stimuli pour le cerveau. Donc c'est vraiment un point très important. Alors, quand on va un peu plus loin, je ne sais pas si vous connaissez Étienne Mineur, c'est un peu mon idole. C'est quelqu'un qui a créé des éditions volumiques il y a maintenant, ça fait un petit moment. Et ce qui est vraiment super intéressant avec Étienne, c'est que vous voyez que là il a créé par exemple le Paper Alarm Clock, qui est simplement à la base un papier donc, imprimé, sur lequel on va pouvoir monter donc, le petit objet qui est une sorte de maison. Il y a un miroir à l'intérieur, et il a créé en même temps une application iPhone. Donc vous voyez qu'on a vraiment le côté digital et le côté tangible. Et regardez, il va s'amuser donc à régler son alarme pour le lendemain. Il va la glisser à l'intérieur de la petite maison. Et à partir du moment où il va se coucher, quand il va se réveiller le lendemain, son alarme va se déclencher. Et vous allez voir que ce qui est très sympa, c'est qu'il a fait des petites animations selon la météo. Bon ça typiquement, je ne vais pas dire que c'est extrêmement simple, mais c'est pas quelque chose qui va coûter très cher à créer. Là, ce qui est finalement génial, c'est toujours pareil, c'est l'idée. L'idée, vous voyez que c'est simplement une petite application iPhone qui va chercher des infos de météo. Eux, ils ont fait les illustrations, donc ils restent designers, ils ont un petit développeur, c'est une équipe de 3 personnes, hein, donc c'est vraiment un petit studio. Mais ce qui est vraiment génial, finalement, c'est toute la DA qu'il y a autour du projet, avec le print, puisqu'il est matérialisé, et qu'il se passe quelque chose. Pour moi, ça, on ne peut pas faire mieux. Alors, il y a d'autres exemples, hein, évidemment, j'en ai plein. Là, vous allez voir un autre exemple d'Étienne qui s'appelle Zéphyr, où là, vous êtes un pilote de ballon. Alors, c'est des petits livres qui sont dédiés aux enfants. Et il y a une application, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, Étienne, ils ont développé quelque chose qui fait que quand on pose du papier sur l'iPad, il est reconnu. Donc, alors c'est quelque chose maintenant qu'ils partagent, hein, vous pouvez très bien contacter Étienne et travailler sur ce concept. Et là, ce qui est vachement bien, c'est que donc, on lit le livre. Dans le livre, à un moment, il y a un ballon qu'on va construire. On va poser ce ballon sur l'iPad, et vous avez vu qu'on a cette impression que le ballon bouge à l'intérieur. Et ils ont fait tout un tas de petits bouquins. Et vous voyez, ce qui est génial, c'est que là encore, on mélange
entre guillemets un bout de papier, on vient le poser sur quelque chose de numérique, et il se passe quelque chose entre les deux. Ben ça, voilà, entre le tangible et le numérique, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et ça, je peux vous garantir que les enfants, c'est juste, ils sont en adoration devant ce genre de choses. Alors là, c'est sa dernière création, où là, il est allé, maintenant, il est vraiment monté en level. Il a créé un jeu qui s'appelle World of Yoho, vous voyez. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a une grande map, donc imprimée, un jeu de société, hein. Et quand vous allez poser votre iPhone va devenir votre bateau. Et ce qui est super bien, c'est que vous savez que l'iPhone, lui, il arrive à savoir, à vous géolocaliser, donc il sait où il est. Et par rapport à la carte qu'il a créée, quand il pose l'iPhone, eh bien il reconnaît ce qu'il y a en dessous, du coup il peut vous afficher une animation du papier. Donc on a cette impression, en fait, vous voyez que à chaque fois que je pousse mon bateau, ben, je vois l'eau qui bouge. Et là, par exemple, ils vont faire un combat entre l'iPhone 1 et l'iPhone 2, parce que en fait, les deux iPhones côte à côte, ils arrivent à savoir qu'ils sont côte à côte, et du coup se passe une animation. Bon ben là, c'est vraiment, je pense, l'apogée du truc, dans le sens où il y a vraiment un mélange, on fait même plus la différence entre le print et le numérique, là, il y a tout qui se mêle dans un jeu, et allez voir, je vous ai pas mis la vidéo en entier, hein, mais allez voir ça, parce que c'est vraiment, je trouve ça complètement, c'est totalement magique, quoi. Donc Etienne Miller, c'est vraiment un exemple là-dessus. Alors, par rapport à ça, avec Adobe et Fotolia, on a eu l'idée de créer justement tout ce dont je vous parle aujourd'hui. On l'a réuni un peu à travers, avec des auteurs qui ont écrit des articles donc, dans le magazine Soon, qui parlent un peu d'anticipation pour le designer et qui brossent un peu le portrait, comme je le fais depuis le début, de tout ce qui est disponible maintenant, puisque tout ce que je vous ai montré pour l'instant est disponible maintenant, vous pouvez vraiment vous y mettre des deux mains, et plus on va avancer dans la conférence, plus vous allez voir qu'on va dans le futur. Et là, ce qui est intéressant avec le livre Soon, c'est que on a fait un livre donc, dans lequel il y a du contenu écrit éditorial, mais on voulait vraiment faire cette idée de justement cross-média et de faire en sorte qu'il y ait une passerelle entre ce livre et le site web. Donc on a réfléchi à plein d'idées et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui serait bien? Ce qui serait génial, c'est que par exemple, quand je lis un article sur une double page dans mon livre, ça serait bien que je puisse aller suivre la suite de mon article sur le web. Du coup, comment je vais faire cette passerelle? Vous connaissez tous les QR codes qui vous permettent d'aller scanner. Personne ne les utilise. Ça fait des années qu'on essaye de... Personne n'utilise les QR codes. Pourquoi? Parce que Apple n'a jamais mis le lecteur de QR à travers son appareil photo. Il n'y a que Microsoft, je crois, qui le fait aujourd'hui. Et en gros, il n'y a qu'en Corée que les gens utilisent à fond le QR code. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que le concept est génial. Le fait d'avoir à scanner quelque chose et d'avoir une continuité sur son mobile ou à travers son ordinateur, c'est ce qu'on essaye de faire avec le temps, entre le tangible et le numérique. Donc comment faire en sorte que on fasse autrement? Alors nous, on a eu cette idée de commande vocale. Vous allez voir que, je vais mettre une vidéo, mais vous n'aurez pas le son. Voilà, ici vous avez des articles, donc, et vous voyez qu'on a fait un système de bulles. Donc, par exemple, le mot animation ici, on a développé sur le site web une reconnaissance vocale. C'est un truc qui est tout bête parce que c'est quelque chose qui utilise l'API de Google, donc c'est quelque chose qui est en libre service, je veux dire. Donc c'est quelque chose que n'importe quel développeur peut utiliser. Et à partir du moment où un mot va être reconnu, donc quand je vais dire le mot animation, le mot est reconnu, bon bah là, à partir du moment où on a ça, on peut l'envoyer en fait vers n'importe quel contenu. Ça peut être un contenu texte, un contenu image, un contenu vidéo, peu importe, le mot a été reconnu. Donc là, ce qui est intéressant, le mot animation, par exemple, quand je vais le dire, il va m'amener directement à la suite de mon article, c'est-à-dire que mon site va s'ouvrir, ça va arriver dans le header, dans la fiche qui est en haut, et ça va scroller automatiquement dans la suite de l'article. Si ensuite je regarde d'autres mots, vous voyez qu'il y a des bulles aussi qui sont dans le texte plus haut, bon bah là ça va par exemple, quand je vais parler par exemple d'un auteur, quand je vais parler d'une vidéo, vous savez que ça c'est toujours chiant quand on est en train de lire un article et qu'on nous parle d'une vidéo, sauf que la vidéo, bah, si je suis pas chez moi, ou sinon je vais être obligé d'aller sur mon téléphone et d'aller écrire l'URL, donc ça c'est difficile à utiliser. Là il y a juste en audio, je suis devant mon ordinateur, je dis le mot et la vidéo se lance. Alors vous allez voir, je vous ai mis la vidéo justement où je faisais l'exemple, alors j'ai même du son. Je vais vous faire à l'audio comme ça. Alors, regardez, là je suis en train en fait de regarder les commandes vocales et je vais être sur mon ordinateur, donc là on a la reconnaissance vocale, on a une animation comme ça qui fait un petit peu, vous savez, ce qu'on a, les intelligences artificielles que vous voyez au cinéma, qui reconnaît, et regardez, quand je dis un mot, par exemple là j'ai dit un mot, il a lancé la vidéo Jacquard, parce que je suis allé lire la commande vocale, là je vais dire bio, vous allez voir qu'il va m'ouvrir automatiquement l'image pour aller l'acheter sur Fotolia, puisque c'était une image qui était disponible. Là, je vais dire révolution, et vous allez voir que là, il va aller ouvrir l'article
On va le voir. Là, voilà, il a été reconnu, mon mot. Il va aller ouvrir l'article et vous allez voir qu'il va scroller automatiquement à la suite de mon article. Voilà, donc ça c'est un exemple parfait de quelque chose où on a réussi à mêler du print et du web, et vous pourriez vraiment l'imaginer en mode marque-page par exemple. Il y a plein d'idées qui découlent de ça, et finalement c'est quoi l'idée de départ? C'est toujours la même chose, c'est que de réussir à faire quelque chose d'utile, qui va être utile au lecteur. Bon bah là c'est utile parce que bien évidemment cette technique on pourrait l'imaginer plus tard avec par exemple des téléconnectés, et quand vous êtes dans votre salon en train de lire un livre, quand vous allez dire ce mot, eh bien il va par exemple afficher un contenu spécifique à ce que vous êtes en train de lire. Vous pourriez aussi, Étienne Mineur par exemple, il s'amusait à faire des choses où vous êtes en train de lire un livre et vous avez une musique d'ambiance qui est en train de se lancer, parce qu'en fait, à un moment vous allez voir une petite bulle et vous allez la dire, et vous allez plonger dans une certaine ambiance. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes dans le sens où on multiplie les médias pour apporter une immersion et apporter vraiment ce concept d'immersion. Alors, bon là je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas de son, mais là je vous invite aussi à aller voir ça, c'est Jean-Philippe Ancos qui a créé ça, c'est un projet qui s'appelle Sarah, et là c'est pareil, c'est quelque chose qui est en libre, vous pouvez demain le télécharger et l'installer chez vous. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça contrôle toute votre maison. Vous savez, c'est lié à la domotique. Et c'est des commandes vocales. À partir du moment où il a une commande vocale, il peut aller, par exemple, jouer une musique. Il peut aller éteindre la lumière. Bon, je pense que vous avez tous vu ce genre de choses en mode domotique. Et évidemment, là aussi, on pourrait imaginer utiliser cette technique dans des campagnes de communication. Il suffit d'avoir le système Sarah, de l'installer, de développer quelque chose par rapport à un projet. Et voilà, c'est le projet de Jean-Philippe Ancos, allez voir ça, c'est très intéressant. Alors, quand on va un peu plus loin encore dans tout ça, il y a ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça. La réalité virtuelle, c'est vraiment, ça fait 2 ans qu'on en parle, c'est quelque chose il y a 10 ans où on avait testé, mais à l'époque c'était vraiment pas génial, parce que là, tout simplement les technologies ne le permettaient pas. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui sont sorties et qui sont, je ne sais pas si vous avez pu tester, mais on ne va pas parler de jeux vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui lient forcément la réalité virtuelle à du jeu vidéo, ce qui n'est pas faux, hein, puisque vous avez, je pense, entendu parler de l'Oculus, qui a été racheté par Facebook, et ils mettent des millions de dollars là-dedans, et c'est vraiment, donc, on va dire, du gaming, donc c'est un casque qui vaut plus de 600 €. On va pas parler de ça, parce que là, si vous n'êtes pas gamer, c'est pas quelque chose qui va vous intéresser. Ce qui nous intéresse en tant que designer, c'est toujours pareil, ce côté immersif dont on parlait tout à l'heure, entre du print et de l'audio, ce qui est vraiment génial avec la réalité virtuelle, et ça je vous invite vraiment à tester, le Cardboard, c'est Google qui a sorti ça, je crois qu'il coûte 5 €. C'est quelque chose que, donc pour 5 €, vous avez ce truc-là en carton qui vous permet de tester de la réalité virtuelle. Si vous voulez un peu plus loin, vous avez des casques virtuels qui sont aujourd'hui à 20-25 €, et par exemple le Samsung VR est à 100 €. Donc vous voyez que c'est devenu un truc abordable, et évidemment plus on va aller dans le temps, plus ça va être abordable. Et ce qui est vraiment bien, là c'est justement The New York Times qui a lancé quelque chose qui s'appelle The Displace, et ils ont envoyé 1 200 000 cardboard, donc le process Google, à leurs abonnés au lancement de leur app. Et leur app, c'est simplement, ils ont tout un reportage dans lequel en fait vous êtes plongé, au moment quand vous êtes avec votre casque, et bien vous êtes plongé dans une réalité virtuelle. Et là je ne parle pas de choses en 3D, parce que souvent on associe la réalité virtuelle à des choses en 3D, un peu geek, tout ça. Non, là on parle de vidéo. Vous avez vu que YouTube par exemple a lancé des vidéos à 360, et aujourd'hui tout le monde s'y met. Le contenu GoPro par exemple a lancé sa caméra 360 degrés, Nikon aussi a sorti son, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais une caméra 360 degrés, ce qui permet en fait d'être plongé. Quand ici je filme, eh bien, je vais avoir l'ensemble de la salle à 360. Donc quand vous regardez chez vous sur l'ordinateur, c'est pas très intéressant. Par contre, je vous assure que quand vous mettez un casque virtuel sur les yeux, vous avez vraiment cette impression de vivre ce que vous êtes en train de voir. Donc il y a vraiment un côté immersif qui est super engageant. Et ça, c'est super intéressant, parce que c'est ce que j'ai écrit, fort taux d'engagement. Une semaine après, donc sur les 1 200 000 personnes, il y a plus d'1 million de vues dans sa totalité. La vidéo faisait 11 minutes. Donc les 11 minutes ont été vues par 1 million de personnes. Pour comparer, je n'avais plus les chiffres là, mais quand ils mettent ce type de vidéo, donc pas en 360, mais une vidéo entre guillemets normale sur le site,
le taux de déperdition, il est juste énormissime, quoi. C'est peut-être qu'on aurait eu, je sais pas moi, peut-être 50 000 ou 100 000 personnes qui seraient allées jusqu'à la fin. La plupart des gens regardent 2 minutes et arrêtent le contenu. Ce qui est très intéressant avec la réalité virtuelle, c'est que ce côté en fait immersif vous donne envie d'aller voir la suite. Donc ça vraiment, essayez je conseille vraiment aux designers de s'y mettre, parce que le marché que représente la réalité virtuelle, et vous allez voir, plus on va avancer dans la conf, plus vous allez, pour moi, vous rendre compte que tous ces nouveaux médias, c'est là qu'il faut aller à mon avis, parce que demain, il y a tout qui va passer par là. Parce que quand tout à l'heure je vous parlais par exemple des sites web et la publicité qui ne rapporte plus rien sur les sites web, aujourd'hui la réalité virtuelle est un peu une nouvelle place de marché pour aller créer des choses, et vous allez voir qu'il y a tout un tas de choses à faire. Alors surtout que là aussi, hein, les vidéos, il y a des petites caméras qui coûtent, je veux dire, on n'est plus dans un truc où ça coûte des fortunes. On commence à être dans quelque chose qui est vraiment abordable, ce qui est intéressant pour nous designers, parce que vous allez pouvoir vous amuser à tester des choses. Alors, autre exemple, c'est Amnesty International qui a lancé ça. Et alors là, c'était un peu dur, mais bon, très intéressant. C'était la ville d'Alep en réalité virtuelle. Donc là, on se rendait compte en fait du conflit et des dégâts. Et il y avait tout un reportage qui était très bien fait. Et donc, de la même manière, vous êtes plongé dans la ville et vous êtes plongé avec des jeunes et des gens qui vous parlent. Et du coup, vraiment, vous avez ce truc que vous naviguez dans cette vidéo, vous avez vraiment cette impression d'être immergé à l'intérieur. Et donc forcément, mon petit cœur a été un peu plus touché que d'habitude. Donc, et ça c'est très intéressant parce que vous voyez que dans la semaine qui a suivi l'initiative, les donations ont augmenté de 16%. Donc il y a un impact réel sur ce côté, c'est sûr que l'empathie, il y a vraiment, on crée de l'empathie beaucoup plus facilement. Parce que vraiment, le fait d'être immergé, eh bien ça nous fait réagir beaucoup plus. Alors peut-être que ça changera au fil du temps, hein. Peut-être qu'au fil du temps on va s'y habituer aussi, mais en tout cas là c'est vraiment un nouveau média qui nous est disponible, et je pense vraiment qu'il faut aller voir ça. Alors regardez, quand on va un peu plus loin dans la réalité virtuelle, regardez ce qui existe. Alors ça existe déjà, hein, c'est pas disponible encore à la vente. Vous voyez que quand je mets des gants, et bien, avec mon casque virtuel, pardon, j'ai pas de gants en plus, là c'est un système de reconnaissance de mouvement, et vous voyez que dans la réalité virtuelle, regardez, c'est ce qu'il voit lui. Donc il y a vraiment un objet qui existe, et quand il passe derrière, eh bien, c'est reconnu par la machine. Donc imaginez que si vous créez une expérience de main pour un client, vous allez créer, peu importe, hein, un monde virtuel qui va être, vous allez avoir besoin d'illustrateurs, vous allez avoir besoin de développeurs, enfin exactement comme on ferait un site web, je vais pouvoir créer un projet comme ça dans une réalité virtuelle et que les gens pourront assister chez eux. Et ce qui est super intéressant, c'est que regardez, là, vous allez vraiment aller beaucoup plus loin dans cette idée d'immersion, surtout qu'aujourd'hui, vous voyez que tout ça n'existe pas. Donc il y a vraiment cette idée de toucher, je ne sais pas si j'ai mis toute la vidéo, mais vous voyez que cette idée de créer un monde virtuel, en tant que designer, quelque part, qu'est-ce qui vous empêche demain, vous, d'aller designer ces choses-là? Vous allez voir que dans tous les applications qu'il y a moi je suis UI designer aussi, c'est-à-dire que c'est moi, je vais créer des boutons pour dire ouvrir ça, fermer ça, etc. Et bien dans la réalité virtuelle, il va falloir que je crée ces choses-là, elles n'existent pas. Donc pour moi, c'est un travail énorme d'aller me plonger là-dedans. Donc ça vous montre un peu tout ce qu'on peut faire. Vous voyez que ça va de plus en plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Alors vous allez voir que là, on a l'exemple aussi de Glenn Keane, qui est le dessinateur de la petite sirène. Et alors regardez un logiciel qui existe, c'est une sorte de Photoshop en réalité virtuelle. Vous voyez que je suis en train de créer, il est en train de créer une sculpture, voilà, tout en réalité virtuelle. Et il est plongé, lui, il a cette impression en fait, vraiment de sculpter quelque chose. Vous allez voir que le rendu est vraiment génial. Et je vous invite à voir la vidéo et d'écouter ce qu'il dit, parce que lui, en tant que dessinateur, entre guillemets à l'ancienne, il se régale là, parce que c'est quelque chose, ça va, encore une fois, ça va pas remplacer le papier, c'est quelque chose de nouveau. Donc imaginez ce qu'on peut faire, ça, si vous faites quelque chose pour une marque, je sais pas moi, vous faites un événement et il suffit d'un casque virtuel et de ce petit truc et de l'application, et vous pouvez imaginer tout un tas de choses où les gens s'amusent à aller dessiner des choses, enfin, vous voyez que c'est un nouveau média qui est super intéressant et encore une fois qui va être complètement abordable. Alors, quand on va encore un peu plus loin, il y a, je pense que vous avez tous vu les
des objets connectés. Alors il y a de tout et n'importe quoi dans les objets connectés. Hein. Là, celui-là est très intéressant, il s'appelle Flick. C'est un petit bouton, vous voyez, un bouton que vous allez placer n'importe où. Donc il y a un petit autocollant, je peux le placer sur la carte, je peux le mettre à ma ceinture, je peux le mettre... Et en fait, il est relié, donc vous avez une application, et il est relié à tout un tas d'applications comme Spotify, comme YouTube, comme Twitter, comme Instagram. Enfin, il y a vraiment, toute l'interface permet d'aller, finalement, avec un seul bouton, je peux faire tout un tas de choses. Et ça, c'est assez génial, parce que regardez, par exemple, il le met ici, et il avait acheté, je crois que c'était, là il montrait les ampoules Philips qui sont connectées, et simplement en appuyant sur ce bouton, il va éteindre la lumière. On peut imaginer aussi une photo, regardez là il le met par exemple sur son vélo, et il va être lié à Spotify, et quand il va appuyer sur le bouton, eh bien il va changer de chanson. Alors ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est que finalement, il rend tangible, c'est un vrai bouton, donc quelque chose un vrai objet, et cet objet va être relié à du numérique. Donc on est toujours dans ce concept d'objet qui est relié à quelque chose de digital. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, ça se développe de manière assez exponentielle en ce moment. Regardez, un fake call, celle-là elle est pas mal, c'est quand on est en rendez-vous et qu'on fait seulement de recevoir un appel pour partir de la... Voilà. Donc là, son téléphone était posé et il a mis... Bon, vous avez compris quoi. Donc, très intéressant. Et ça, des objets connectés qui sont reliés comme ça de manière digitale, il y en a de plus en plus. Alors ça, il faut absolument que vous allez voir cette vidéo, parce que pour moi, ça c'est l'une des plus grosses claques que j'ai prises, et ça a déjà 2-3 ans. En plus, c'est Digitas qui a fait ça, c'est des gens, c'est une agence, ils ont un labo, ils ont un lab donc, à Paris, donc ils sont tout le temps en train de tester un petit peu des nouvelles technos. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une caméra qui est capable de voir tous les objets et de les matérialiser en 3D. Donc ils sont en train de voir par exemple que ce truc-là en hauteur représente un bouton, que la bouteille là-bas représente un autre bouton, et le développeur est simplement à les mettre des interactions. Ils vont dire quand tu reconnais ce bouton et que ma main va le toucher de cette manière, et ben il va se passer ça. Et là vous voyez ce qui est génial, c'est que finalement il rend tangible n'importe quel objet. Donc ici vous voyez qu'ils se sont amusés, donc imaginez c'est un vidéoprojecteur, voilà, quand il va aller toucher la bouteille ici, voilà, alors vous voyez il n'a même pas besoin de la toucher. Le truc reconnaît quand on est juste à côté. Et donc là, il va pouvoir vraiment, bien, il a mis un effet de zoom quand il fait ça. Vous voyez que c'est simplement une caméra qui est posée quelque part et qui reconnaît ses mouvements. Donc ça, c'est super simple. Si vous avez ce truc-là, en plus c'est Ayatol qui fait cette solution. Si vous faites ça, par exemple, toujours pareil dans un événement, eh bien vous pouvez imaginer tout un tas de choses où les gens, en faisant un certain mouvement, vont déclencher une action. Et là, vous voyez que par exemple, ils sont allés loin, parce que regardez, quand il met le rond sur ça change les jantes. Vous voyez? Donc voilà, c'est tout simple. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'il part vraiment d'objets complètement... Enfin, c'est banal, quoi. On est sur de la bouteille, on est sur des... Et vous rendez tangible des choses liées à du numérique. Encore une fois, c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors, là, on avance encore dans le truc. Ça, c'est quelque chose, ça s'appelle Connected World. Et c'est un espèce de parc d'attractions pour les enfants. Vous voyez qu'il y a du mapping qui est projeté sur les murs, sur le sol, etc. Et ce qui est assez génial, c'est que c'est interactif. Vous voyez que c'est pareil, il y a de la détection de mouvement et de la détection d'objets. Donc par exemple, quand les gamins s'amusaient à mettre un vrai objet par terre, ça décalait la rivière qui était pourtant numérique. Donc, vous voyez que ça, c'est encore un bon exemple d'un vrai objet tangible qui vient... voyez, là on le voit bien, les enfants, en plus, il y a un but dans tout ce truc, c'est qu'ils doivent ramener l'eau à un certain endroit pour nourrir les animaux. Donc vous voyez que, et ça c'est pareil, c'est un super exemple qui montre que on peut vraiment mêler numérique, et en ce moment c'est pareil, on voit beaucoup de mapping vidéo, ça a été à la mode vraiment ces 2 dernières années, sauf qu'aujourd'hui on ajoute cette couche de le rendre tangible et de faire en sorte qu'il y ait de l'interaction entre les personnes. Donc ça aussi c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Bon, là forcément c'est des budgets qui sont un peu plus... on part dans des choses plus compliquées à mettre en place, mais il y a de quoi faire. Alors ça c'est le prochain, ça c'est vraiment le futur. Enfin le futur, le premier parc est en train de se construire, il est aux États-Unis, ça s'appelle The Void. Et là ce qui est génial, c'est qu'on a le casque virtuel, on a la combinaison qui nous permet de sentir certaines choses. Par exemple si dans le jeu vidéo il y a du vent, je vais avoir cette impression qu'il y a du vent sur moi. Vous voyez, c'est ça la combinaison. Et là, ce qui est assez génial, c'est que regardez, c'est que des murs gris. Donc, ok, on a l'impression. Sauf que lui, il voit ça. En fait, c'est tout bête. C'est qu'on a quelque chose qui a été mappé
en 3D, vous voyez que tout a été reconnu en 3D, et qu'on vient y mettre n'importe quelle image dessus, on vient plaquer des choses, et du coup on a cette impression, vous voyez, voilà ce que voit la personne. Donc pareil, toujours imaginer ce que ça pourrait donner en termes de communication, d'aller faire ce genre de choses, parce que je pourrais très bien le faire ici, si vous avez tous un casque virtuel, vous pourriez aller par exemple toucher la porte ici, sauf que vous visualisez une porte qui n'a rien à voir. Donc on a alors en plus voilà, là on le fait en plus à plusieurs. Donc bon, ça c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment le top du top. Mais ce que je veux dire, c'est que ce truc-là, de toujours la réalité virtuelle, et là on commence à rentrer dans de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on touche quelque chose qui existe vraiment, la table existe, sauf que je viens afficher dessus un visuel qui n'a rien à voir avec la table. Là vous allez voir qu'on arrive, donc là ça c'est vraiment le futur. Là pour moi, ça c'est vraiment le truc pour moi qui va vraiment changer les choses. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée, je pense que vous avez vu passer ça, c'est Microsoft qui fait ça, qui s'appelle l'HoloLens, où là en fait, vous savez que la réalité virtuelle, quand je mettais mon casque, j'étais plongé dans un monde qui n'existe pas, qui est totalement virtuel. La réalité augmentée, ce qui est super intéressant, c'est que mon monde existe, c'est un peu les Google Glass, je pense que vous avez tous vu ça, mon monde existe, il y a la table, il y a l'ordinateur, tout ça, sauf que quand je mets mon casque, je viens ajouter du virtuel à cette réalité. Donc là par exemple, vous voyez qu'avec le casque, voilà, quand elle se balade, elle voit Skype qui reste allumé, elle peut interagir directement avec des choses qui viennent se mettre sur le décor. Là vous voyez que par exemple, tout a été chez elle reconnu en 3D, et là voilà, c'est des choses qui viennent s'afficher sur la réalité en virtuel. Alors imaginez par exemple dans les tutoriels et les cours, la formation à distance, bon bah là on peut vraiment imaginer tout un tas de choses. On peut aussi imaginer, vous voyez, regardez là, il affiche dans le casque, on a l'impression qu'on est sur Mars, et quand la personne vient montrer quelque chose, eh bien il est... Et ça je veux dire, on y est, on n'est pas dans un truc qui sort dans 10 ans. Ça existe déjà, ça coûte 3000 €, et c'est pas encore aussi beau que la vidéo le montre. Mais ce que je veux dire, regardez aussi la création. La personne va être en train de créer quelque chose, bon bah ça elle le fait vraiment avec sa table devant, il est dans sa cuisine, sauf qu'il y a vraiment du virtuel qui vient s'ajouter. C'est pour ça qu'on dit réalité augmentée, ça vient augmenter la réalité. Et ça, ça va être vraiment, pour moi ça va être la révolution. Pour l'instant, on va rester sur des casques qui sont très gros et qui sont super visibles, donc ça va pas. Mais au fur et à mesure, ça va se miniaturiser, sachant qu'il y a déjà des lentilles qui existent, qui ne sont pas du tout dans le commerce, mais qui permettent déjà d'aller ajouter de la réalité augmentée. Donc ça, voilà. Ça, c'est vraiment pour moi l'apogée du truc, c'est que quand on vient ajouter du virtuel à notre réalité, au tangible, il y a vraiment tout un tas de choses à faire. Et là, je vais conclure là-dessus, puisque c'est l'heure, en fait, j'ai déjà dépassé, j'avais pas fait gaffe. Ça, voilà, c'est une des vidéos qui sont sorties, vous savez, pour le Super Bowl qui avait lieu dimanche, et qui montre justement comment on pourrait visionner demain un événement sportif à la maison. Et vous voyez dans le casque, ce que j'aime. Donc j'ai ma télé, et en plus de ça, j'ai l'impression que le visuel continue, et je vais pouvoir aller ajouter des statistiques, je vais pouvoir aller, par exemple, sélectionner un joueur, tout ça c'est du virtuel, donc en vrai je fais ce que je veux. Bon imaginez qu'en tant que designer, tout le travail que j'ai à faire moi là-dedans, parce que ça n'existe pas. Donc si demain il y a un nouveau métier qui est en train de se créer, c'est celui-là, parce que là il y a un travail, à chaque fois que je rencontre des designers, je leur parle de ça, il n'y a personne qui est au courant, qui se rend compte de la révolution que ça va être, et les chiffres le montrent. Hein. Quand on regarde les chiffres qui sont investis dans la pub, dans les grosses agences et dans les gros réseaux sociaux comme Facebook, on voit bien que dans tous les cas, ça il faut vraiment le prendre en compte aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai une dernière vidéo, c'était quoi déjà? C'est The Grid, voilà, alors ça je vous invite aussi à aller voir. Ça normalement ça tue mon métier, si j'écoute bien. The Grid, c'est un système en fait qui va permettre à n'importe qui de créer un site web sans web designer, sans développeur, sans personne. C'est une intelligence artificielle qui, à partir du moment où je vais lui donner mes datas, donc mes données, je lui donne accès, je lui donne à manger mon Facebook, je lui donne à manger mes mails, je lui donne à manger mes photos. Alors, vous voyez, et en quelques secondes, l'intelligence artificielle va pouvoir me dire « Oui, toi tu aimes manger ça, tu aimes faire ça, tu aimes faire ça. » Donc je suppose que, lié à ta profession, tu as besoin d'un site comme ça. Et du coup, le site est construit automatiquement avec une intelligence artificielle. Bon, là c'est pareil, hein, tout le monde a l'impression qu'on est très loin de ça. On n'est pas si loin que ça, parce que The Grid, c'est quelque chose qui sort en 2016. Donc c'est pareil, l'intelligence artificielle, là je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est aussi un truc qu'il va falloir prendre en compte parce qu'il va vraiment
avoir des grosses révolutions qui arrivent là-dedans. Et en tant que designer, il faut absolument qu'on prenne en compte ces choses-là dans tout le process. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si on a le temps pour des questions. Et si vous voulez, je vous invite à prendre, il y a plein de magazines Soon, là, tout ce que j'ai dit, il y a plein de choses que vous allez retrouver, tous les auteurs, etc. dedans. Donc voilà, merci.